As-tu déjà refusé une hausse de salaire? Ok, mais si tu en as refusé une, à combien est-ce qu'elle s'élevait? Élise, que je reçois aujourd'hui, qui est une cliente que j'ai accompagnée pour négocier son salaire après des années à être sous-payée, a accepté une hausse de salaire, a refusé, a retourné le dos à une hausse de salaire de plus de 10K. Et donc, elle est là aujourd'hui pour en témoigner. Un live épique. J'espère que vous êtes là, que vous êtes prêts à être inspirés, prêts à avoir plein de good vibes. Alors, attends, j'accepte juste Élise. Nickel. Coucou Élise. Salut Awa, ça va? Ça va et toi? Oui. Ah, Bon, alors je tiens à préciser à tout le monde que c'est une première pour moi, le live, donc j'espère que ça va marcher. Bah écoute, pour l'instant, ça marche super bien. Bon, super, génial. Super. Juste si, comme tu sais, on est un peu en hiver, là, ça va, on te voit bien, c'est bien éclairé. Mais si tu es dans une pièce où c'est pas très bien éclairé, enfin, il fait nuit, mais de toute façon, il fait déjà nuit, donc on te voit bien, donc ça va bien se passer pour le reste. Nickel. Pas de souci. J'ai mes petites, j'ai des petites questions qu'on a vues ensemble devant moi, au cas où j'oublie la question, parce que des fois on me pose des questions, dans ma réponse j'oublie ce qu'on m'a demandé, donc comme ça tout est là, on est paré. Ça marche, nickel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Élise et on va parler de l'accompagnement qu'elle a pris chez moi. Je l'ai accompagnée dans un processus de négociation salariale. Élise, elle est directrice artistique, mais elle va venir en détail sur son parcours. Et à l'époque, quand elle m'a contactée, elle était sous-payée et on a travaillé sur un processus de négo. À un moment donné, elle a quand même réussi à obtenir plus 10K, mais elle a fini par tourner le dos à ces 10K en plus. Déjà, dites-moi dans le chat si vous, ça vous est arrivé de dire non à plus 10K. Et on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui l'a motivée, c'est quoi le changement, qu'est-ce qu'elle a pensé de l'accompagnement, etc. Donc, si vous avez envie d'inspiration, si vous avez envie d'entendre parler de glow-up, de réussite, vous êtes au bon endroit. On est parti. Super. Salut Élise, comment tu vas? Eh ben ça va, écoute, ça va. J'étais, je dois dire, assez surprise quand tu m'as écrit pour me parler de ça. Je pensais pas que mon parcours t'avait semblé inspirant à ce point, mais je suis contente de pouvoir le partager en tout cas. Je pense que c'est hyper important les partages d'expérience et franchement, si voilà, ça peut résonner pour d'autres personnes, je suis contente d'être là et de discuter avec toi. Donc merci pour ta considération et pour ton accompagnement, parce que tu as été le point de départ, je te l'avais dit. Tu as été le point de départ un petit peu de tout ce qui s'est passé là pour moi cette dernière année. Donc c'est bien normal que je sois là pour en parler. Voilà. Bah, génial. Merci à toi en tout cas d'être là parce qu'en plus je t'ai contacté un petit peu un jour, je me suis levée, j'avais une idée dans la tête et je t'ai contacté. Super réactive, donc merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie, etc. Carrément. Donc, je m'appelle Élise, c'est plus un secret. Donc, j'ai eu 30 ans l'année dernière. Voilà, pour la petite histoire. Donc, j'ai 30 ans. Je suis effectivement directrice artistique. Donc, après, c'est un mot, hein, enfin, c'est une dénomination de poste qui peut être un peu fourre-tout pour que ça soit un peu plus concret pour tout le monde. C'est des métiers de la communication, de la création graphique et du design. C'est-à-dire que dans la direction artistique, je peux faire beaucoup de création graphique et d'accompagner les marques sur leur branding et leur communication graphique, voilà, au global. Ça englobe pas mal de choses, mais c'est aussi beaucoup de création visuelle sur la com et le branding des marques. Voilà. Génial, super, très clair. Je pense qu'on a tous une belle idée de ce que tu fais dans la vie. Et du coup, quand tu as fait appel à mes services, combien t'étais payé? C'était quoi ton salaire de directrice artistique? Alors, à l'époque, je me rappelle plus exactement quand je t'avais écrit, mais je sais à combien j'étais et je sais pourquoi je t'ai écrit. Donc, à l'époque, j'étais à 41 000 euros brut annuel. Alors, je suis désolée, moi, je parle beaucoup en brut annuel parce que c'est comme ça que je négocie tous mes salaires depuis le début. Je sais qu'il y en a qui parlent en brut mensuel. Bon, moi, c'est du annuel et je saurais même pas te dire trop combien ça fait en brut mensuel. Mais voilà. Je vais faire le calcul. Voilà, c'est une calculette à côté parce que c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai toujours négocié mes salaires en brut. Après, bien sûr, je fais mes calculs, mais je négocie du brut annuel. Donc, à l'époque, j'étais à 41K. Ok, d'accord. Est-ce que tu étais satisfaite de ces 41K? Comment tu te sentais dans ton job? Alors, au moment où je t'ai contactée, j'en étais plus satisfaite, raison pour laquelle je t'ai contactée à ce moment-là. Mais à l'embauche, et je ne sais pas si je prends le devant sur une question qui allait venir, mais en tout cas, à l'embauche dans cette entreprise-là, j'étais tout à fait OK, puisque, en fait, à l'embauche, je leur ai donné une somme qui était à l'époque 39 000 euros brut annuel. Ils m'ont dit OK.
Donc, je suis en mode trop bien, pipou. J'ai demandé, j'ai eu ce que j'ai demandé. Donc, ouais. à la rigueur, voilà. Et je pense que ça a été un premier point qui a fait que c'était un mauvais départ, entre guillemets, c'est que je ne connaissais pas assez bien ma valeur sur le marché. Donc, bien sûr, ils se sont empressés de me donner ce que j'ai demandé, ce qui m'a ensuite un petit peu beaucoup pénalisé. Et voilà. Et peut-être que je développerai ça un peu plus après si tu penses que c'est pertinent. Mais en tout cas, voilà, le point de départ, c'était que moi, j'étais très contente. J'avais demandé 39, j'avais eu 39. Et eux-mêmes m'avaient proposé une petite évolution au bout de 1 an qui m'avait fait passer à 41K. Et quand je t'ai contactée, c'est que j'étais plus satisfaite de ces 41K. Voilà. Ok, d'accord. Donc, en fait, là, tu étais un petit peu donc à l'entrée, et je pense que vous êtes nombreux. Là, j'ai du ah là là dans le chat, donc j'ai l'impression que ça résonne pas mal. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de clientes que j'accompagne qui, justement, négocient leur salaire, pensent savoir bien négocier leur salaire. Et la désillusion vient après quelques semaines, quelques mois, quelques années, où on se dit, bah, en fait, non, j'avais mal négocié et c'était en fait en train de me poursuivre. Et toi, tu étais un petit peu dans cette situation quand tu m'as contacté. Et donc, tu n'étais plus satisfaite de ton salaire. Exactement. Et je dirais même, je compléterais en disant que moi, ce qui m'a un peu pénalisée aussi, c'est en fait, parce que moi, ça fait 7 ans que je suis sur le marché du travail. J'ai eu 4 CDI et un CDD. Donc, j'ai un peu vu des choses différentes. Et en fait, ce qui m'a un peu pénalisée aussi mentalement, et je dirais, tu m'arrêteras si tu n'es pas d'accord avec ça, Awa, mais c'est que mon premier salaire que j'ai négocié dans ma première entreprise a été mon point de départ. En me disant, mais en fait, voilà, c'est ma base. Mais non, en fait, si tu découvres un jour que ta base, elle doit évoluer parce que y a l'inflation, il y a plein de choses qui font qu'un salaire, il peut évoluer au-delà de ce que tu as dans la tête. Faut pas hésiter sur les changements de poste, à se dire, mais en fait, là, maintenant, je vais changer de job, j'ai une nouvelle opportunité. Combien ça vaut par rapport à cette opportunité? Pas par rapport à ce que j'avais quand j'ai eu mon premier job, en fait. Et moi, c'est vraiment, ça a été mon point de départ qui m'a plombé sur cette dernière expérience où, voilà, j'étais à 41K et je me suis rendu compte que ça n'allait pas. C'est parce que le point de départ de ces 41K était mon premier job, en fait. Et les évolutions que j'avais eues depuis qui étaient basées sur ce premier job. Et du coup, voilà, c'était pas le bon raisonnement, en fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Bah, c'est extrêmement intéressant. En fait, là, ce que tu es en train d'aborder, c'est quelque chose en plus qu'on aborde dans la formation Boost Up un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. En fait, le premier salaire que tu vas avoir, ou les premiers, même dans une négo, le premier qui va prendre la parole et dire le salaire, bah, il va créer en fait une espèce de référence. Et toi, quand tu es rentré, tu es peut-être rentré dans un salaire assez bas, c'était ta référence. Donc, quand tu es bas et qu'on te donne même 1000 euros de plus mensuel ou 100 euros de plus mensuel, tu te dis, ah ouais, c'est génial, j'ai une super augmentation. Mais quand la base est toute petite, bah, c'est pas une augmentation si ouf que ça. Et donc, ça induit de faire des erreurs dans les négociations suivantes. Et si on n'a pas un peu parfois ce pas de côté, ce recul qui est pris parfois avec une autre personne pour arriver à se rendre compte que bah non, en fait, il y a une erreur. Voilà, ça va. Ouais, totalement. Ça marche. Alors, juste pour clarifier pour ceux qui se posaient la question, donc tu étais à 41K brut, ça fait du 3416 euros brut mensuel. Et si je le traduis par du net à peu près, hein, pas exactement, mais on est autour de 2630 euros. Donc, pour une directrice artistique, c'est pas un salaire très, très élevé, même si forcément, par rapport à la moyenne des salaires en France, c'est quand même un salaire qui est très, très honorable. Tout à fait. Exactement. Ok. Donc, ça faisait combien de temps que tu bossais dans ta boîte quand tu m'as contacté, outre le fait que du coup, tu n'étais plus satisfaite? Alors, ça faisait, je pense, 1 an et demi. Puisque, en fait, au bout d'1 an, c'est eux qui m'ont… parce que j'ai été embauchée en contrat non cadre, puisque je ne le souhaitais pas à l'époque. Et au bout d'1 an, eux ont souhaité me passer cadre au forfait jour. Et comme ils savaient que si mon salaire ne bougeait pas, j'allais avoir mon net mensuel qui allait baisser, c'est eux-mêmes qui ont opéré une augmentation de 1 400 euros brut annuel pour que, voilà, il n'y ait pas trop de différence sur moi, mon net perçu. Donc, c'est eux, finalement, au bout d'1 an, qui m'ont changé de contrat, qui m'ont un peu augmenté. Voilà, c'était plus une augmentation administrative que vraiment, voilà, c'était très, je dirais, nécessaire. Mais donc, au bout d'1 an et demi, j'ai été à 41K et je t'ai contacté puisque je voulais, le point de départ, ça a été que je voulais vraiment négocier une augmentation. Et aussi que j'ai eu connaissance de certains salaires de collègues dans mon pôle et où je me suis rendu compte que, bon voilà, j'avais déjà…
commencé à faire une négo avec eux avant d'apprendre ça, que j'ai voulu faire évoluer ensuite. Et je me suis dit, oula, alors là, il y a un peu le feu à la baraque. Donc, c'est pour ça que je t'ai contacté au bout d'un an et demi en me disant, bon, bah, comment je peux amener ça, quoi. Ça marche. Donc, du coup, c'était quoi le salaire que toi, tu visais à ce moment-là, avant mon accompagnement? Tu étais à 41, tu avais un objectif en termes de salaire? Oui, et je dirais que c'est là que le bas blesse aussi. C'est que, en fait, tout part du fait que si tu ne connais pas ta valeur sur le marché du travail, ce n'est pas possible. Il y aura forcément des trous dans la raquette et ça a été mon cas. En fait, mon parcours, il est loin d'être parfait, il est très imparfait. Et en fait, toi, tu es arrivé un peu en cours de ce parcours assez imparfait. Et en fait, au moment où je suis venue te consulter, c'est que j'avais déjà demandé une augmentation, j'avais déjà donné une somme qui n'était pas adaptée. Donc déjà, mon point de départ de cette négociation de salaire, il n'était pas hyper bien engagé pour moi. Et au moment où je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai voulu te contacter, parce que je me suis dit, oh là là, bon, c'était compliqué. Et parce que vraiment, mon point de départ n'est. Enfin, souvent, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on s'imagine que dans une relation patron-employé, le patron, s'il ne te paye pas ce que tu veux ou s'il t'a sous-payé pendant longtemps, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu au début. C'est une forme de colère et de sentiment d'injustice qui fait que tu crois que toute la faute est du côté du patron. En disant, bouh, les mécréants, ils ne m'ont pas payé ce que je valais. Mais non, c'est 50-50. Mais moi, au début, je l'ai ressenti trop comme, oh là là, non, et c'était entièrement de leur faute et j'attendais d'eux qu'en fait, ils soient juste et équitables. Non, moi aussi, j'avais ma part d'erreur. C'était d'une part de ne pas connaître ma valeur sur le marché du travail. Et c'est une erreur qu'on ne doit qu'à soi-même en fait. Et la seconde erreur, c'est d'avoir négocié une augmentation sans toujours connaître ma valeur sur le marché du travail et en prenant pour base le salaire sous-payé que j'avais demandé à l'embauche en fait. Et donc, je t'ai contacté au bout d'un an et demi quand je me suis rendu compte un petit peu de tout ça en me disant comment je peux faire maintenant pour step up alors que c'est pas hyper bien engagé. Voilà. Okay. Ça marche. Et donc, le montant, du coup, de mémoire, je crois que tu demandais 45, il me semble. Alors, de mémoire, donc du coup, comme j'étais à 41, un peu dans mes petits souliers et tout, je me dis, ouais, vas-y, j'aimerais bien demander 47 parce que quand même, je voulais vraiment un step-up. Et ils m'ont demandé quel était mon prix plancher. Donc, j'ai demandé 47. Ils m'ont dit, mais alors, quel serait finalement ton prix plancher parce que je me plaisais dans l'entreprise et tout. Donc, ils m'ont dit, bon, mais si c'est un peu en dessous. Et j'ai dit 45. Et là, ça a été une erreur aussi. C'est qu'en fait, non, moi, 45, ça ne m'allait pas. Je voulais 47 et j'aurais pas dû leur dire 45 parce que forcément, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? 45. Voilà. Bravo Élise. Donc voilà, j'ai demandé 47. Ils m'ont demandé un prix plancher, j'ai dit 45. Et leur proposition définitive, arrivée d'ailleurs 6 ou 8 mois après, a été bien sûr 45. Voilà. 45. Donc en fait, entre le moment où tu as commencé ta négo, il s'est passé genre 8 mois le moment où tu as vraiment eu ton résultat et ton augmentation de salaire et en plus à un montant inférieur à ton vrai prix plancher, parce qu'en fait, toi, quand tu disais 47, c'est parce que tu voulais 47 et c'était ça ton vrai prix plancher que tu as réduit parce que on t'a un peu dit, alors, c'est quoi le vrai prix en On se sent un peu obligé, je sais pas comment dire, mais c'est une erreur. Mais ça, c'est pas, voilà, c'est-à-dire si on me demande prix plancher, je dis 47, c'est 47 en fait. Voilà. Et en fait, mon erreur, ça a été de plonger la tête la première dans cette faille qu'ils ont ouverte en me demandant un prix plancher. J'aurais dû dire 47 et voilà, peut-être que les choses auraient été différentes. Et donc, toi, tu es intervenu un petit peu après ça. Donc, tu es intervenu en fait dans ce laps de temps très long durant lequel ils ne me donnaient pas de réponse en fait, où j'ai cogité, j'ai parlé avec mes collègues et tout. Et là, c'est de leur faute, par contre, aussi, c'est de m'avoir trop fait attendre. Et j'ai pu discuter avec mes collègues, connaître certains autres salaires. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème au niveau de la rémunération. Et j'ai donc pris conscience que j'étais assez sous-payée. Assez sous-payé. Et alors, moi, je veux juste assister sur un moment, ce que tu as dit, c'est du 50-50. Il y a bien sûr la part de l'employeur, il y a ma propre responsabilité de ne pas avoir connu ma valeur marché, il y a ma propre responsabilité d'être reparti négocier toujours sans connaître ma valeur marché, etc. Mais c'est vrai que en même temps, on a tous et toutes des parcours imparfaits parce qu'en fait, personne nous a formés, personne nous a expliqué. Je pense que dans ton cursus, et il y a Aurélie qui souligne, elle dit d'abord d'avoir réalisé ça à ton âge. Moi, j'ai mis 15 ans avant de chercher ma valeur sur le marché. Donc, tu vois, c'est déjà impressionnant. Et ce que ça met en avant, c'est que je pense que tu es une excellente directrice artistique parce que tu as eu des cursus, tu as eu des cours, tu as eu aussi des expériences qui t'ont formé à ça. Alors que la négociation de salaire, personne t'apprend, c'est le démeure-toi ma fille. Et puis, un gros tabou comme ça, il ne
Ouais, ouais. on n'aborde pas le sujet, on peut poser la question à personne. Donc, c'est pas étonnant qu'on se plante. Après, c'est pas une fatalité. Et toi, déjà, tu as eu le bon réflexe parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oula, je peux plus gérer toute seule. Oui. Je vois une nana qui fait des vidéos un peu folles sur Insta. Je vais te poser la question. Non, mais vraiment, pour moi, c'était une évidence de t'appeler à ce moment-là parce que aussi, si tu veux, moi, j'étais tombée sur ton compte bien avant ça. Je t'ai pas trouvé à cette occasion-là, en fait. Je te connaissais avant. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui a toujours essayé de se renseigner sur les contrats et tout. Ça, par contre, vraiment, et c'est primordial aussi, il faut connaître ses droits pour pouvoir les réclamer, les faire appliquer. Et donc, là-dessus, moi, j'avais déjà une bonne connaissance de ce que c'était la différence entre forfait heure et forfait jour quand tu es cadre, de la différence sur les traites et tout. Donc, j'avais déjà un peu ces notions-là. Mais dans mon parcours professionnel, j'avais croisé énormément de personnes qui n'avaient aucune notion de tout ça. Et toi, quand je suis tombée sur ton compte, j'ai vu que tu démocratisais ça, que tu l'expliquais de façon audible, intelligible et que tu aussi invitais les gens à s'en inquiéter. Et j'ai tellement rejoint en fait ton discours en disant mais ouais, t'as raison, tu sais le nombre de gens aussi que je croise qui connaissent pas leurs droits, qui s'intéressent pas et qui après comprennent pas pourquoi ils sont dans le mal et tout, dans les négos. Mais en fait, il faut connaître ses droits déjà pour pouvoir y prétendre en fait. Et du coup, j'ai vraiment adhéré à ton contenu là-dessus en disant mais trop bien. Et donc, j'ai su que j'allais aussi apprendre énormément de choses. Donc, je me suis abonnée à ton compte. Et c'est pour ça que quand je me suis retrouvée dans cette situation de négo, j'ai vu aussi tes contenus sur les négos de salaire et tout. Et je me suis dit, bah, forcément, je vais faire appel à Awa. Enfin, c'était un peu une évidence à ce moment-là. Ok, ça marche. Est-ce que du coup, par rapport à tes autres collègues, quand tu as commencé à te renseigner, et d'ailleurs, le réseau, le bouche à oreille, dans le pack Athéna, on l'utilise aussi pour revaloriser nos salaires parce que ce sont des informations précieuses et les employeurs, ils n'aiment pas trop qu'on discute de nos salaires. C'est quoi que tu as découvert? Eux, ils étaient plutôt payés combien? Alors, j'ai découvert qu'avec mon principal collègue, et d'ailleurs avec qui je m'entendais très bien et avec qui j'ai toujours une relation très cordiale, qui s'est montrée très ouverte. Et moi, dans tous mes jobs, j'ai toujours parlé très ouvertement de mon salaire. Je pense que c'est assez générationnel, mais moi, je peux qu'inciter les gens à parler de leur salaire avec leurs collègues. Je veux dire, ça n'est que dans l'intérêt de l'entreprise qui est une omerta et que personne sache, la preuve. Et donc, quand j'ai parlé un peu avec mes collègues de ça, j'ai découvert que donc mon collègue principal, avec qui même je pouvais travailler au quotidien, qui était dans le même pôle que moi, était rémunéré donc à peu près 15 000 euros bruts de plus annuel que moi, puisqu'il était à 55, donc ça fait 14 000. Voilà. Donc, je me suis dit, ok. Alors, il faut savoir que c'était quelqu'un qui avait 1 an d'expérience de plus que moi, qui avait un profil un petit peu plus expérimenté et un petit peu plus senior. Ça, faut pas lui enlever cette différence, que j'admets complètement. Néanmoins, en France, je crois qu'il y a une loi qui dit que à mission et travail égal, salaire égal. Et le fait est, c'est que nos missions étaient tout à fait concordantes et identiques au sein de cette entreprise. Et du coup, j'étais un petit peu gênée. Et même cette personne-là, on était un petit peu déroutée en disant, mais en fait, on fait les mêmes missions. Et même, ça allait plus loin, c'est que on avait des tableurs Excel sur lesquels on pouvait voir à quel taux jour l'entreprise nous vendait auprès des clients et on était vendu le même taux jour. Donc, l'entreprise nous vendait la même chose aux clients. Donc, c'est qu'elle estimait que notre valeur en termes de travail était équivalente. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi c'est 14 000 euros bruts de différence annuelle, qui est quand même une somme, pour moi, très conséquente. Voilà. Très conséquente, sachant que même si ton collègue était plus expérimenté que toi, etc., tu étais quand même déjà un profil confirmé. Ça faisait plusieurs années que tu étais en train de travailler, etc. Tout à fait, et tu te vendais comme une senior auprès de leurs clients. Bien sûr. Donc, tu aurais peut-être pu comprendre qu'il y ait 2, 3, 4 d'écart. 14 000, exactement. Non, mais exactement. J'aurais pu comprendre qu'il y ait quelques milliers d'euros d'écart. Enfin, ça arrive, ça aurait été normal. Mais là, c'est vrai que je me disais, mais waouh, en fait, là, le pigeon, c'est moi, quoi. C'est moi qui suis dans l'erreur. Alors, il y a Milaz qui dit mission, loi, travail égal, salaire égal. Alors, il faut vraiment savoir que nous, on n'est pas avocate, donc on ne pourra pas en dire plus sur ce genre de réglementation. N'hésitez pas soit à voir auprès de juristes ou de comptes qui sont plus axés droit du travail. Et sinon, de toute façon, je verrai si je trouve un poste, le temps de faire un poste, mais ce sera plutôt en 2024 sur le sujet, ce sera intéressant. Jodel qui confirme un 14K, c'est beaucoup trop. Donc, forcément… tu me contactes. Alors, ma question suivante, c'est est-ce que tu avais essayé de renégocier toi-même? Est-ce que, du coup, quand tu as découvert ça de ton collègue, tu es retourné à la charge pour renégocier toi-même ou tu t'es dit non, je vais faire appel à une experte sur le sujet pour m'accompagner voilà. Non, je suis tout de suite venue faire appel à toi parce que je savais que du coup, j'avais mal engagé ma négo puisque j'avais demandé 47.
En plus, ils me faisaient traîner. Donc, je me suis dit, bah, vu qu'ils font traîner, je vais prendre le temps de faire appel à quelqu'un. Donc, on a mis en place un call parce que je voulais savoir comment aborder ce twist, en fait, en leur disant, les gars, j'ai demandé 47, mais en fait, je... c'est trop 47, ça le enfin, fera. non, tu vois. Donc, pour essayer de récupérer un peu le coup, non, j'ai pas refait de négo avant de te contacter. Je t'ai contacté avant de opérer le twist. Ok, ça marche. Du coup, pour toi, c'était quoi tes plus grosses difficultés? Tu es revenu quand même sur l'aspect mindset, la référence, le côté aussi valeur marché. C'était quoi aussi tes autres grosses difficultés que tu voyais par rapport à cette renégo qui faisait que tu ne te sentais pas de le faire toute seule? Ben, parce que déjà, il y a toujours un biais de... Enfin, je sais, surtout quand on est une femme, il y a toujours cette petite histoire de manque de confiance en soi. Moi, c'est quelque chose qui me suit beaucoup. Le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, je sais que c'est des mots peut-être un petit peu guindés qu'on dit beaucoup et tout. Parce que j'ai reçu un appel, je suis désolée. Ah. C'est bon? C'est Oui, bon, ça y est, désolée, t'es revenu. j'ai Non, reçu c'est un bon, non, appel. t'es revenu. Du coup, je parlais du manque de confiance en soi, surtout quand on est une femme, on découvre voilà, qu'on est bien sous-payé par rapport à quelqu'un. Donc, ma principale difficulté, c'était de me dire, bon, j'ai déjà eu énormément de mal à faire ma première négo, à demander 47, limite à me justifier à corps et à cri de dire machin, alors que je sais même pas si j'avais déjà bien fait cette négo à 47, en fait, tu vois. Et je Ouais. savais que c'était pas vraiment le cas, que c'était pas très bien engagé, puisqu'en plus, tu vois, j'ai dit 47, on me demande un prix plancher, je dis 45, alors qu'en fait, c'était 47. Donc, ce qui m'a un petit peu effrayée dans tout ça, c'était de me dire, j'ai besoin d'un biais extérieur pour que quelqu'un me confirme ma valeur sur le marché du travail aussi, parce que c'est pas évident soi-même de se jauger. C'est-à-dire que, d'une part, ok, c'est important de se poser la question combien je vaux sur le marché du travail, mais une deuxième part, faut pas s'en vouloir de pas savoir non plus. Il faut aussi pouvoir demander à des personnes qui ont des outils pour définir ça et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te dit mais tu vaux tant, tu peux prétendre à tant parce que tels outils te permettent de jauger ça, qui t'aiguille en fait et qui donne des bons liens pour trouver aussi combien tu vaux sur le marché du travail, ça aide. Et moi, c'était un peu de me dire, je me sentais perdue par rapport à ce que j'avais demandé, par rapport à ce que je pensais valoir, et j'avais besoin d'un biais extérieur qui me conseille sur combien je valais vraiment, une forme de réassurance aussi, et qui me guide sur comment arriver du coup à atteindre ce salaire-là, quoi. Ça marche. Voilà. Ok, donc tu es venu me voir. Exactement, exactement. Super, génial. Ok, et du coup, comment du coup s'est passé l'accompagnement? Comment tu l'as vécu? Du coup, je rappelle, tu avais pris le call paye approfondi. En fait, c'est 1 heure d'échange toutes les deux où justement, je vais analyser des documents en amont, je vais faire la recherche de cette valeur marché pour toi. Donc, c'était plus dans le cadre de l'expertise paye parce qu'à l'époque, Boosta Paye, ça n'existait pas, donc on ne pouvait pas se former sur ces sujets-là. Et en tout cas, pas chez Check Ta Paye. Et du coup, à ce moment-là, on a eu 1 heure avec vraiment du coaching. On a échangé ensemble pour déjà te faire comprendre ces notions-là et comment aborder cette négociation auprès de ton employeur. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette heure-là, de cet accompagnement? Comment tu l'as vécu? Très bien, moi j'ai eu un très bon contact avec toi et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai donné beaucoup de mes nouvelles après. Ça a été un peu le point de départ de tout ce qui s'est passé après. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça ramène un peu sur le côté très factuel de combien tu vaux. C'est professionnel, il faut pas être non plus trop dans l'émotionnel. Donc comment tu renégocies sans être dans la côté émotionnel qu'on a beaucoup quand on apprend qu'on est finalement sous-payé par rapport à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. On a ce côté, je te le disais, très oh c'est injuste, et moi j'ai été beaucoup là-dedans, mais le fait d'avoir cet entretien, ça remet un petit peu le côté beaucoup plus factuel et pro de dire non mais en fait tu vaux tant et pour amener ta négo tu vas leur dire ça. Je sais que j'avais préparé un mail que tu avais relu d'ailleurs je crois, enfin on avait préparé ça ensemble donc ça m'avait permis de professionnaliser mon approche, c'est bizarre de le dire hein, mais c'est comme ça, de professionnaliser mon approche sur comment me vendre finalement, sur comment renégocier cette augmentation salariale que j'avais un petit peu mal engagée et me confirmer aussi dans ma démarche. C'est ça. Et du coup, ce qu'on avait vu, c'est que tu étais totalement légitime à dire, OK, oui, en fait, je vous avais dit 47, mais je me suis trompée, c'était pas 47, les normes du marché, c'est pas tel tarif. Et du coup, aller chercher une fourchette. Alors, j'ai pas en mémoire, est-ce que tu te souviens combien tu avais redemandé au final en termes de fourchette à ton employeur? Alors,
ce qu'on s'était dit, oui, je me rappelle bien de ce call. Hein. Ce qu'on s'était dit toutes les deux, c'était que en gros, effectivement, la fourchette, c'était entre 50 et 55 K. Brut annuel, et que tu m'avais dit écoute, je pense que tu peux prétendre au vu de ton expérience etc à 52-53, donc l'approche ça avait été de demander 52-53 et on s'était mis d'accord sur le fait que le prix plancher pourrait être 50, que s'il me donnait 50 c'était une belle évolution, que après il faudrait renégocier l'année suivante ou s'il y avait plus de missions pour être un peu plus que 50, mais qu'en tout cas vu mon profil 50, entre 50 et 53 c'était bien, donc j'étais allée les voir en leur demandant, je crois dans le 53, en expliquant voilà, que j'avais réévalué ma valeur sur le marché, que je pensais valoir 53K, les raisons pour lesquelles je valais ça sur le marché. Et voilà, et j'ai fait ça sous forme d'un mail, donc on avait rédigé ensemble. Et dans ma tête, c'était en mode, bon, s'ils me disent OK à 50, ça passe. Ok, c'est voilà. ça. Et du coup, en plus, pour rappeler le contexte, c'était 8 mois après cette négociation oui. où tu avais fait tes premiers 40, tu avais proposé tes premiers 47K et que tu t'avais pas du tout donné de nouvelles. Ouais. Et ce qu'on a fait aussi, c'est réancrer dans le bon timing. Oui, c'est-à-dire qu'on avait rappelé que, en fait, moi, ma négociation, c'est pas 8 mois après, c'était il y a 8 mois. Donc, la réévaluation du salaire, elle doit être rétroactive à il y a 8 mois. Parce que ça, c'est aussi, et j'en parle dans la formation Boost ta Paye, un des nombreux pièges qu'il va y avoir, c'est qu'entre le moment où vous demandez et le moment où vous avez réellement l'augmentation, qui est de toute façon pas au niveau de ce que vous voulez vraiment, eh ben, il se passe pratiquement un an. Donc, c'est encore un an où je suis payée et de perdu. Et donc, on a tout à fait le droit, notamment, d'aller négocier de la rétroactivité sur ce type d'éléments parce que, écoutez, c'est pas de ma faute si vous mettez longtemps à réfléchir. Mais en tout cas, moi, je l'ai demandé il y a 8 mois. Ouais, c'est vrai, j'avais demandé tout à fait sur tes conseils la rétroactivité donc de cette augmentation à partir du point de départ quand je l'avais demandé. C'est ça. Et d'ailleurs, le point de départ, je précise que c'est eux qui l'avaient donné, puisqu'en fait, j'ai réfléchi à cette demande d'augmentation quand ils m'ont fait savoir qu'ils étaient très contents de mon travail, que à la base, j'avais un tuteur qui m'accompagnait pour me former au sein de l'entreprise, et c'est au moment où ce tuteur m'a dit, écoute, tu es parfaitement autonome, tu n'as plus besoin d'avoir de tuteur, tu peux, voilà, c'était dans le cadre de pouvoir passer senior aussi, donc c'est aussi eux qui m'ont dit, on est très content de toi, tu n'as plus besoin de tuteur, tu peux être autonome, tu gères tes sujets, etc. Donc je lui ai dit bon bah ok, augmente et tout, et arrivé là plus de news, enfin c'est un peu bizarre d'initier un truc dont on est très content de toi, mais par contre n'espère rien en retour. C'est ça. J'aurais dû me poser des questions. C'est ça. En fait, toi, ils t'ont exprimé qu'ils étaient extrêmement satisfaits de toi, que tu étais parfaitement compétente et que tu étais, en fait, qu'il y avait eu une vraie évolution depuis ton arrivée et que le positionnement enseignant était légitime sans du tout évoquer le sujet de la rémunération. Et du coup, tu t'es dit, bah, si je suis senior, il faut qu'on me paye comme une senior. Et c'est là que tu t'es dit, il faut que j'aille négocier mon salaire en conséquence. Et malgré le fait que tu aies eu, et à la limite, quelque part, ça a été un mal pour un bien qui te répondent pas si vite que ça. Parce que si tu avais accordé assez rapidement les 45K, tu aurais pu te dire, c'est pas trop mal en fait. J'y serais peut-être encore et toujours sous-payée. Parce que j'aurais peut-être pas fait le call avec toi. Donc vraiment, oui, non, au final, c'est un mal pour un bien. Mais moi, je crois beaucoup au karma et à la pensée positive. Donc, je pense que le positif attire le positif et que quand on fait les choses pour les bonnes raisons, et je pense que je t'ai contacté pour les bonnes raisons et c'est pour ça que j'en suis là maintenant. Ça marche. Du coup, cette renégo, du coup, c'est toi qui avais pris l'initiative de la négociation ou c'est quand ils t'ont annoncé les 45K, pardon, que tu as répondu à ces 45K pour renchérir? Alors, en termes de chronologie, c'est vrai que ça s'est fait. Enfin, nous, on a eu notre call ensemble. Je crois que c'était au moment un petit peu des périodes des entretiens annuels. Donc, je savais que mon entretien annuel allait arriver très vite après. Donc, je voulais aussi passer l'entretien annuel avec eux pour voilà, avoir un petit peu l'avis de mes N+2, enfin voilà, de personnes, savoir ce qu'ils pensaient un peu de tout ça et être aussi un petit peu plus légitime en disant, bah, voyez, ça se confirme, les entretiens annuels vont très bien, les objectifs ont été atteints et donc avoir un contexte un peu plus favorable à se dire, bon, bah, du coup, j'aimerais d'ailleurs, au fait, vous vous rappelez, en fait. Donc, j'avais attendu qu'eux reviennent vers moi à l'issue des entretiens annuels et donc, ça s'était fait en début d'année suivante parce que j'avais demandé, en fait, moi, mon augmentation, je l'avais demandé au mois de novembre de l'année et en fait les entretiens annuels s'étaient fait au mois de janvier, voilà, c'était arrivé au début de l'année suivante, ils étaient revenus vers moi avec les 45K et là j'avais dit alors du coup non mais du coup ça fait un an alors voilà, c'était pas moi qui étais revenue vers eux spontanément mais parce que de concordance ça s'était fait
au moment des entretiens annuels et du coup, je voulais quand même attendre parce que je m'étais dit, si finalement ils me disent 47, peut-être que mon schéma de pensée aurait été différent si d'entrée de jeu, eux m'avaient donné ce que j'attendais en Oui. connaissant mon plafond plancher. Je trouve que ça aurait traduit de leur part une prise de position plus positive et donc peut-être que d'entrée, j'aurais pas abordé la négo sur les 50-53K de la même façon. Donc, je voulais un petit peu attendre leur posture aussi. Je sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise solution, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même avoir, parce que je savais que la réponse était imminente, donc je voulais attendre leur posture avant de reparler du step-up. Ben, après, je pense pas qu'il y a toujours une bonne ou une façon de faire. Je pense qu'il y a ta façon de faire, il y a ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Et je pense que tu avais besoin de voir à quel point le foutage de gueule était élevé. En fait, probablement, ouais, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est très, très vrai. Et donc, sachant que ton collègue à 55, qu'il voit bien que c'est pas du tout les fourchettes du marché et que tu as demandé 47, est-ce qu'ils vont oser me revenir avec que 45 ou est-ce qu'ils vont quand même me donner au moins ce que j'ai demandé, sachant que ce que je demande, c'est largement en dessous de ce que je vaux. Et ils ont osé. Plot twist, mais oui, plot twist incroyable. Ils ont proposé 45, donc bien sûr, hein, ce n'est pas très étonnant. Et j'admets, encore une fois, je tiens à le préciser et à le repréciser parce que moi, je suis pas du tout là pour diaboliser en fait quelque comportement que ce soit. Je pense que c'est un comportement très commun. Alors après, l'éthique, elle sera toujours discutable, on aura toujours un avis là-dessus, mais ils sont dans la légalité, je dirais. C'est légal ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, c'est légal. C'est pas éthique, mais c'est légal. Et à un moment donné, moi, je diabolise rien ni personne parce que j'ai ma part de responsabilité et que ça ne s'est pas fait tout seul. C'est pas juste eux qui m'ont, je dirais, sucé la moelle. Je me suis aussi laissé faire. Et ça, c'est mon tort. Et comme tu le dis, j'avais aussi besoin de tester, voir jusqu'où ils iraient. Et en fait, ça aussi, c'est un truc que je veux préciser parce que ça m'a aussi, je pense, beaucoup desservi. C'est que pendant quasiment 2 ans, j'ai vraiment fait mon travail dans mon coin, comme une acharnée et sans jamais le montrer. Et en fait, à un moment donné, tu es ton propre sponsor. Tu attends de tes collègues qu'ils aillent te valoriser auprès d'une direction ou d'autres personnes. Non, non. Dans le monde du travail, c'est soit on se défend, soit pas au détriment des autres, mais on est son propre sponsor et je ne l'ai pas été. Donc, j'ai travaillé dans mon coin sans jamais demander d'augmentation et un jour, je me suis réveillée en disant c'est fini les gars, je veux 53 parce que je stream dur et eux, ils découvrent un peu ça du jour au lendemain. Je les ai habitués à me laisser un petit peu faire pendant tout ce temps, donc ils comprennent pas pourquoi d'un coup, la Élise, elle craque son slip et ça devient une lionne affamée en fait. Donc voilà, c'est moi aussi un peu qui les ai trop habitués à cet asservissement sans rien demander en retour. Donc, bien sûr, qu'ils ont eu le comportement que je leur avais permis d'avoir pendant tout ce temps. Donc, vraiment, je prends volontiers mon entière part de responsabilité. Voilà. Ça marche. En tout cas, c'est très inspirant, Élise, et c'est très réel. Je pense que c'est vrai que moi, j'associe toujours, comme je dis, responsabilité à pouvoir. À partir du moment où tu prends tes responsabilités, tu te dis, bah, j'ai le pouvoir de changer quelque chose. Si tu dis tout est la faute de l'autre et comme tu n'as pas les moyens de faire en sorte que l'autre puisse faire quelque chose, bah dans ces cas-là, bah, tu es complètement tributeur de son bon vouloir, ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez, et tu vas nous le prouver après, que changer et faire en sorte que votre salaire soit beaucoup mieux que ça. On a des questions un petit peu dans le chat, je vais les prendre rapidement. Il y a Florence déjà qui remonte et qui dit qu'elle adore ta phrase, c'est pas éthique, mais c'est légal. Ça, on dit long. Effectivement. On a Marinou qui demande est-ce que ton collègue avait lui-même négocié son salaire à 55K ou est-ce que ça lui a été accordé directement du fait qu'il soit un homme? Je pense que le fait qu'il ait été un homme l'a forcément aidé, c'est-à-dire qu'à l'embauche, et il l'a dit parce que il l'a lui-même dit, il a dit mais en fait j'ai grave bien négo, donc je pense qu'il a négocié un petit peu, mais ça a été entendu et compris parce que il avait une expérience, parce qu'il venait aussi d'un environnement. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai travaillé, donc c'est une agence spécialisée dans le luxe, donc c'est des domaines un peu particuliers. Lui venait aussi déjà d'une agence de luxe et il avait ce profil très luxe, très pro, enfin il en imposait, mais pas parce que c'était uniquement un homme. Je pense que ça a joué, je ne saurais pas l'affirmer. Je pense aujourd'hui que ça joue toujours nécessairement. S'il avait été une femme, peut-être qu'il y aurait eu quelques cas d'écart, mais je pense qu'il a aussi bien négocié parce qu'il avait meilleure conscience, je pense, de sa valeur. Hein. Voilà, il est venu, il a demandé.
Et au final, je me suis rendu compte que la plupart des DA mid à senior de l'entreprise étaient payés au plus proche de lui. J'étais vraiment parmi ceux qui sont le moins rémunérés. Donc, c'est bien que l'erreur vient aussi quand même en grande partie de moi. Et donc, lui, le fait que ça ait été un homme, je pense, a forcément joué un petit peu en sa faveur puisqu'il était quand même payé un petit peu plus que ses homologues féminines qui, elles, avaient bien négocié et connaissaient leur valeur. Donc, il y a quand même un petit truc. Il y a un petit chouï. Mais l'écart des 14K ne se résume pas au fait que ça a été un garçon. Ça, ce serait abusif de le dire et du coup, je ne le dis pas parce que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une petite part, oui, qui a joué forcément, mais en tout cas, pas la majorité de la différence n'a été en cause que à cause de ça. Voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour ton éclairage, Élise. Moi, je le partage complètement. Hein. Pour moi, c'est d'abord les méthodes, d'abord savoir négocier, d'abord connaître sa valeur et savoir valoriser aussi son travail, etc. Et tout ça qui, en plus, et bien sûr, il peut y avoir de la discrimination, etc. Mais le gros, ça reste ça. Et donc, il y a I am a hustler wife qui dit, c'est tout moi, je suis Élise, travailler dans son coin sans se montrer. L'erreur fatale en entreprise. Alors ça, c'était Élise avant, parce qu'on avant, bien sûr. Élise maintenant. Ok. Du coup, au final, comment s'est soldée cette renégociation? Donc, tu viens avec tes 53K. Comment ça se passe, cet entretien? Parce que du coup, tu avais envoyé un mail, ensuite, tu as eu un entretien. Comment ça se passe? Oui. Alors, donc, j'ai envoyé ce mail à ma manager directe, qui était mon intermédiaire et qui devait jouer le rôle de mon principal sponsor. Et donc, je rebondis sur le fait que si tu ne te vends pas, ben, elle, c'était un intermédiaire qui avait aussi besoin de négocier sa part du beefsteak. Et je pense qu'elle ne m'a pas vendu à ma juste valeur, chose que j'aurais dû faire moi-même aux entretiens annuels. C'est pour ça, quand je dis vous êtes votre principal sponsor, faites-vous voir. Parlez de votre travail aux entretiens annuels aux personnes qui seront les décisionnaires finales de vos augmentations ou pas, selon qui c'est dans l'entreprise, sont elles qui doivent savoir ce que vous faites au quotidien. C'est hyper important. Donc, ma manager, je vais la voir et je lui dis, bah voilà, en fait, moi, j'aimerais telle somme. Et je pense que elle l'a pas compris du tout. Je me rappelle de cet échange téléphonique, donc j'envoie ce mail, elle m'appelle tout de suite après en me disant mais non, mais elle était en tension, mais alors elle était déboussolée, elle n'a pas compris et elle m'a fait une confidence. Elle m'a dit elle-même, mais même moi, tu sais, je pense que j'ai pas bien négocié, je suis pas très bien payée. Je pense que le salaire que je demandais rejoignait probablement le sien. Le sien. Elle n'a pas compris. C'est une supposition, ce ne sont que spéculations. Attention, je ne connais pas le salaire de cette personne, mais au regard de sa réaction, je comprends qu'elle ait été déroutée, puisqu'encore une fois, ça rejoint ce que je disais. Quand tu craques ton slip au bout de 2 ans et que tu étais dans ton coin, c'est normal. Donc, il y a une part de réaction de faut se dire ah ok, donc là, elle a compris ce qu'elle valait, elle demande ça. Il y a eu cette part de ok, donc j'absorbe le choc. Elle change son fusil d'épaule, mais il y a aussi une part de hein, mais quoi, mais qu'est-ce, en mode de tremblote, genre attends, mais d'émotionnel bien sûr. Attends, elle demande un salaire proche du mien, mais même moi j'ai mal négo, donc je pense que c'est un problème assez endémique, voilà, qu'elle vivait elle-même. Et peut-être que je lui ai renvoyé aussi quelque chose, l'image d'une situation à laquelle elle était aussi confrontée, et le fait que moi je veuille y mettre un terme l'a un peu déroutée en disant mais comment je vais pouvoir défendre elle ce qu'elle demande alors que moi-même je ne suis pas assez bien payée et tout, donc comment je vais pouvoir la vendre? Enfin bref, c'était clairement pas quelqu'un qui pouvait m'aider dans cette démarche-là. Et malheureusement, comme c'était ma N+1 directe, c'est elle qui a discuté de ça avec la RH. Donc, c'était mal engagé. Donc, j'ai compris tout de suite que malheureusement, ça s'engageait mal. Enfin, voilà, le premier retour que j'ai eu suite à cette demande, c'était ce coup de fil très émotionnel et dans l'incompréhension. D'accord. Okay. De la part de ma N+1. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, c'est pour ça aussi dans la formation Boostapay qu'on voit ça arriver déjà à atteindre le vrai décisionnaire, celui qui a vraiment le pouvoir de prendre ce pouvoir de décision et d'accepter la décision sans non plus casser on va dire la chaîne hiérarchique et contourner la chaîne hiérarchique et risquer de se mettre son N+1 à dos. Et Émilie qui dit, je pense que ma manager a ce problème aussi et ça bloque la négociation. Et moi, j'appelle ça les managers plafond de verre parce que la problématique, c'est quand tu as un manager qui a un salaire qui est relativement proche au tien ou au salaire de ta valeur marché, donc qui est lui-même sous-payé, en fait, quelque part pour l'entreprise, te payer à ta juste valeur, ça veut dire nécessairement l'augmenter. Donc, ils ne sont pas en train de dire
oui qu'à toi. Ils sont en train de dire oui à 2 personnes et c'est un volume et un budget beaucoup plus important. Et donc, l'entreprise et même la DRH, je vois que Véronique dit tu aurais pu négocier directement avec la DRH. La manager aurait été au courant de son salaire, elle se serait appuyée là-dessus. Et en général, quand il y a un effet domino comme ça, la boîte préfère limite perdre un salarié que de se dire on va revoir toute notre grille salariale pour payer tout le monde à sa juste valeur parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et je fais une micro-parenthèse, c'est le manager avec qui je suis restée en très bons termes et de qui je ne tiens rigueur d'absolument aucun échec de négociation salariale parce qu'elle-même, d'ailleurs, n'a aucune formation de manager. Hein, c'est encore une fois la promotion manager en France qu'on connaît tous très bien. Alors qu'on n'en a pas les compétences. Elle m'a annoncé cette démission aujourd'hui. Donc, elle aussi quitte le navire, je pense, pour des bonnes raisons également. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote. La petite anecdote. Effectivement, en fait, je pense que de toute façon, tant qu'on est dans cette démarche ou dans cette posture de c'est pas juste, les autres sont méchants, les autres font pas, bah, en fait, on est dans une mauvaise énergie et du coup, on met pas notre énergie à aller chercher notre juste salaire et notre juste rémunération. Et comprendre que de toute façon, même demander mollement par une manager, une augmentation avec un profil de salarié qu'une entreprise veut garder, elle va aligner l'argent si ça correspond aux normes et aux valeurs marché de la personne. Si elle ne veut pas, la direction, c'est surtout parce que ça ne s'inscrit pas dans sa stratégie, dans l'endroit et dans la direction dans laquelle elle veut aller. Et il faut entendre qu'il y a des entreprises, leur stratégie, c'est de payer les gens au lance-pierre et les exploiter jusqu'à ce que la cocotte minute explose et qu'ils en reprennent un et recommencent à zéro. Parce que pour eux, ça coûte moins cher que de bien payer les gens qui vont s'inscrire sur la durée dans l'entreprise. Ils ne voient pas le rapport bénéfice par rapport à leur stratégie à eux. Et ça, il faut l'entendre. C'est des stratégies. On n'est pas là pour les juger. Chacun fait comme il veut. On peut juste dire, moi, je ne suis pas compatible avec ça. Et donc, c'est l'heure que nos chemins se séparent peut-être. Exactement. Je suis totalement alignée. Et il y a Fatih qui me demande, donc ça veut dire que l'augmentation, il faut la chercher ailleurs que dans son entreprise. Pas nécessairement. Ce que ça veut dire que l'augmentation, je l'obtiendrai, qu'elle soit en interne ou qu'elle soit en externe. Mon augmentation, mon salaire n'est pas conditionné par une entreprise, mon salaire est conditionné par le marché. Donc si aujourd'hui, et là je fais une comparaison un peu triviale, c'est quand tu es salarié, ton produit, c'est toi. C'est ton expertise, c'est ce que tu as apporté à ton employeur. OK? Et donc, quand tu es vendeur de voiture, bah, toi, tu es vendeur de ton expertise. Quand tu es vendeur de voiture, ta voiture, elle vaut peut-être à la cote Argus 30 000 €. Et ben, il y a des gens qui vont venir acheter et ils auront le budget que de 15 000 €. Eh bien, tu n'es pas obligé de discuter avec des gens qui ont un budget de 15 000 €. Tu dis, moi, ma voiture, elle est à 30 000, j'attendrai le prochain client. Et ça, c'est vraiment la mentalité qu'en tant que salarié, on n'a pas. Parce que du coup, on a des employeurs qui nous disent, moi, ma grille salariale, c'est ça. Donc, en fait, quand il te dit ma grille salariale, c'est ça, il est juste en train de te dire, mon budget, c'est ça. OK? Et donc, comme c'est son budget qui est ça, bah OK, mais ton budget, il est déconnecté avec la réalité de ce que tu veux. Toi, tu veux rouler en Porsche alors que tu as le budget d'une Clio. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Et donc là, il faut que les Porsche, elles arrêtent d'aller rouler pour des gens qui ont que le budget d'une Clio et qu'elles commencent à aller chercher des gens qui sont prêts à mettre le vrai salaire. Et donc, au final, que s'est-il passé ensuite, Élise? Quand est-ce que tu as eu le verdict final? Donc, le verdict final, il est arrivé très rapidement puisque donc je fais cette demande à hauteur de 53K. Donc, ce n'est pas compris, ce n'est pas entendu. Aussi parce qu'ils ont su en interne que je connaissais en fait le salaire, que j'avais appris les salaires à côté. Et eux, ils l'ont abordé. Donc, moi, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé du tout parce qu'on en avait parlé justement. Je n'ai jamais abordé la chose en disant, voilà, je sais combien gagne un tel et donc je veux la même chose. Je n'en ai jamais parlé. Mais eux ont su que je l'avais su. Et donc, ils ont pris pour acquis que c'était l'objet de la demande. Dans le fond, ils n'avaient pas entièrement tort, mais du coup, ils l'ont pris que sous ce biais-là. Ce qui me fait dire aussi, c'est qu'ils n'ont pas abordé les choses de la même façon parce que vous vous en doutez, il y a eu énormément d'échanges. Quand il y a eu ça, j'ai parlé de ma charge de travail, de mon investissement. Donc, il y a des choses qui auraient pu être entendues. Moi, il y a des choses que j'aurais pu mieux communiquer, mais il y a aussi des choses de leur part qui auraient pu être mieux entendues. In fine, tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont proposé 45K. Ils ne sont pas revenus sur cette offre. Ni pour dire OK à 47, c'était la demande initiale. En revanche, sur le revirement de situation, c'est non. Ils n'ont même pas répondu au côté rétroactif parce que j'avais demandé la rétroactivité. Mais alors ça,
c'était vraiment pour eux, ils l'ont même pas lu, ils n'en ont même pas tenu compte dans le sens où sont juste arrêtés sur le fait que j'avais craqué mon slip et que j'étais devenue folle. Et en fait, ce sont des échanges humains qui m'ont fait réaliser que je n'étais pas du tout alignée humainement avec les gens pour qui je travaillais. Et il y a un truc que j'ai entendu, je crois que c'est l'acteur Alexandre Astier qui a dit ça, qui dit qu'il ne veut plus travailler avec des gens avec qui il n'irait pas déjeuner. Et ça m'a fait beaucoup écho. Je me suis dit, mais en fait, effectivement, je ne veux plus travailler pour ou avec des gens finalement avec qui j'irai pas déjeuner, parce que si si on n'a aucun point commun éthique ou moraux, je vois pas à quel moment on pourra trouver des terrains d'entente sur des choses finalement telles que la négociation de salaire, etc. Et tous ces échanges-là, finalement, m'ont fait me rendre compte que je n'étais juste pas en phase avec l'entreprise. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, si cette entreprise te proposait 70K ou 80K, est-ce que tu serais heureuse pour autant dans ton travail? Est-ce que tu aimerais travailler pour eux? La réponse était non. Et à partir du moment où j'ai compris que cette réponse-là était non, et quel que soit le montant qu'ils mettraient dans le salaire, j'ai réalisé que mon biais de négociation salariale n'était pas le bon. Je me suis dit, mais en fait, la question, c'est pas quel salaire tu veux négocier, c'est est-ce que tu es heureuse dans cette entreprise? Et finalement, qu'est-ce que ça révèle, le fait qu'ils t'aient sous-payé pendant autant de temps? Et quand j'ai admis, d'ailleurs, je leur ai dit, j'admets que mon salaire à l'embauche a été mal négocié. Ils m'ont dit, est-ce que tu penses que c'est à l'entreprise de compenser le fait que tu aies mal négocié ton salaire à la base? C'est trop fort. Non, mais un petit peu, oui. Enfin, je veux dire, là, on est en égo, donc oui, j'ai mal négocié à l'embauche. Je vais pas vous demander de me repayer la différence depuis ma date d'embauche, mais maintenant, il faut qu'on en parle. Et t'alignes avec les marchés. Ça te laisse un peu sans voix. Il y a des mots moi, on m'a dit que j'étais vénale. Et si tu veux, il y a des mots, quand on te dit, tu parles d'une négo de salaire, on te dit que tu es vénale, tu te dis, mais. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un moment, c'est de l'ordre du ressenti, tu sais, au fond de toi. Tu finis par savoir, en fait, quel est ton vrai questionnement intérieur, qu'est-ce que tu as besoin de négocier et quelle est l'issue que tu cherches. Et moi, mon point de départ, ça a été une négociation de salaire ratée et j'en suis en grande partie responsable, mais ça m'a permis d'une part de savoir combien je valais sur le marché et d'une deuxième part de savoir si j'étais en phase avec les personnes pour qui je travaillais, et je me suis rendu compte que non et que ce n'était pas une question de salaire. Donc ça m'a permis d'une part de chercher une autre entreprise puisque j'ai fait le choix de partir qui serait plus en phase avec mes valeurs, et aussi de pouvoir trouver une autre entreprise en ayant le bon plafond de salaire de négociation. Voilà. C'est ça. Donc, démarrer déjà sur une bonne base en négociant avec cette nouvelle entreprise. Exactement. Là où, en fait, je pense qu'au final, c'est parti de on renégocie le salaire avec l'ancienne à carrément une déception humaine de on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne voit pas la vie de la même façon. Et OK, je me suis plantée peut-être au début de ma négociation. Comme tu as dit, on ne rattrape pas le passé. Je ne vous demande pas de me repayer les salaires pendant tout ce temps. Ça. En revanche, aujourd'hui, je vous demande de me payer à hauteur de la valeur que j'apporte au marché, sachant qu'en plus, au minimum, quand tu es intelligent, tu te dis, en fait, si je ne la paye pas à hauteur de la valeur du marché, elle va partir et la personne que je vais recruter et qui vient d'extérieur, je vais bien devoir la payer à hauteur de la valeur du marché. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Mais voilà. Du coup, c'est pour dire à des moments, ça devient la fierté, ça devient de l'irrationnel. 100%. En fait, ça devient plus du factuel. Et on ne peut pas continuer en fait à se battre avec des personnes comme ça parce qu'ils se disent, non, tu as été une pigeonne pendant tout ce temps, il faut que tu continues à être une pigeonne. Et toi, tu dis, non, je ne veux pas être une pigeonne. Non, c'est ça. Okay. Du coup, voilà. C'est ça, Véronique, qui pensait qu'il fallait qu'il continue à profiter d'elle encore et encore. Et puis en plus, ils y vont aussi beaucoup au bluff parce que souvent, ils se disent, si elle a accepté tout ça, c'est qu'elle fait semblant et qu'elle ne partira jamais. Et oui, peut-être que toi, ils ne s'attendaient pas à ce que tu démissionnes réellement. Non, ils ne s'attendaient pas à ce que je pose ma démission aussi sec après ces échanges un petit peu compliqués qu'on a eus. En fait, j'ai posé ma démission et non, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Et tu as raison quand tu dis qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel et d'ego de leur part. Voilà, je pense qu'effectivement c'était beaucoup d'ego. Il y avait beaucoup d'ego là-dedans. J'imagine bien, d'autant qu'en plus au final toi et c'est aussi quelque chose que je préconise beaucoup, tu avais un petit peu d'argent de côté et tu as fait le choix sans même avoir d'abord d'offre de poser ta démission parce que très clairement tu voulais plus bosser avec eux quoi.
Bah oui, oui, non, ça c'est clair. Et puis, bon, quand même, c'était l'année de mes 30 ans. Je réfléchissais de plus en plus à être freelance, à travailler en indépendant. Je l'avais jamais vraiment fait sur le long terme à en vivre, mais c'est quelque chose auquel je réfléchissais. Et puis, de toute façon, il y a un moment où moi, j'ai énormément de mal. Après, ça, c'est très propre à chacun et je pense qu'on peut pas avoir de jugement de valeur là-dessus. C'est-à-dire que il y a des gens, ils ont besoin d'avoir énormément de stimulation au quotidien dans le travail et de rejoindre les valeurs de leur travail. Puis il y en a, c'est plus le job, c'est le job, mais c'est pas grave si c'est pas ma passion. Ça, c'est propre à chacun. Moi, je mets Bien pas sûr. de jugement là-dessus. Moi, j'avais énormément de mal à travailler. Voilà, suite à ces échanges, je ne me voyais pas rester. Je ne pouvais pas rester dans cette entreprise, d'autant que j'apportais énormément. Je le savais, mais même en termes de valeur pécuniaire, parce que je traitais en direct avec des clients qui étaient extrêmement contents du travail. Je savais qu'il y avait des budgets qui étaient débloqués parce que les collaborations avec les clients se passaient très bien. Et au bout d'un moment, moi, je sais que je ne peux pas mettre mon énergie parce que je ne considère pas que mon énergie professionnelle puisse être dissociée de mon énergie personnelle. L'énergie, c'est ta santé, c'est toi, c'est ton corps. Bien Tu le sûr. donnes. Et c'est l'énergie que je mettais pour eux dans le taf, je l'avais plus pour à moi à côté le perso parce que c'est très sollicitant. Bien sûr. On avait des grosses semaines, je donnais beaucoup et donc quand il y a eu ces échanges-là, j'ai dit mais je ne vais pas continuer à donner mon énergie pour des gens qui, à mon sens, n'en valent pas la peine. Je dis donc vraiment pour moi c'était impensable de rester. Et effectivement, j'avais la possibilité puisque j'avais des économies de voir venir quelques mois de loyer et de frais d'avance en me disant mais là les mois que j'ai d'avance je vais pouvoir postuler un taf ou essayer le freelance, enfin que j'avais quelques mois quand même Le je temps de te pense au moins retourner. 6 mois devant moi pour me dire voilà je peux je savais que de toute façon j'avais l'envie et je retrouverais à minima, même si j'étais un peu dans la merde, j'aurais retrouvé ou un CDD ou un CDI où j'aurais fait du freelance. Quand on prend conscience de ce qu'on vaut sur le marché, on sait aussi le réseau qu'on a, on sait aussi ce qu'on pourra trouver. Et j'étais pas je dirais, 6 mois après de loyer. Donc, bien sûr, je me suis lancée. Je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr. Mais je trouve que c'est extrêmement courageux. Il y a des cœurs là qui remontent et des personnes justement qui disent démissionner, c'était une question de survie et que c'était très courageux de ta part de le faire. Et du coup, vraiment, je pense que c'est important de savoir investir en soi et c'est ça que tu mets. Parce qu'en fait, c'est comme dire, moi, je vais mettre 3 000 € dans un voyage à Cancun pour me prélasser. Bah là, tu as mis quelques mois de loyer, de frais Ah bah oui. dans ton bien-être mental pour pouvoir justement être bien et investir ton énergie dans ton projet professionnel, dans quelque chose qui est vraiment bien pour toi, quoi. Exactement. Et je dirais même qu'au final, tout s'est tellement enchaîné vite que je n'ai même pas eu besoin pour l'instant de taper dans mes économies que j'avais prévues pour ça. Donc en fait, finalement, parce que même quand on démissionne, hein, on récupère, on a toujours des petits congés payés qui nous restaient, qu'on n'avait pas soldés. On a quand même 2-3 indemnités qui passent de ci, de là, donc qui font un petit pécule, qui font que ça gonfle un petit peu le salaire. Et si on fait un peu attention, etc., au final, c'est, je pense, moins effrayant que ce qui n'y paraît quand on le vit, puisque là, voilà, moi, j'avais prévu de devoir toucher à mes économies, ce qui, au final, au réel, n'a pas été le cas, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il y a plus de peur que de mal. Mais Oui. en fait, je pense que quand tu as embrassé le fait que s'il fallait le faire, tu pouvais le faire, que tu avais et que tu pouvais voir venir, bah en réalité, tu étais OK. Au final, toi, dans la réalité, tu n'en as même pas eu besoin parce que tu as retrouvé du travail au final très, très vite. Oui. Et du coup, comment ça s'est passé, la négo à l'embauche dans ce nouveau boulot? Comment s'est passée ta recherche d'emploi? Est-ce que tu l'as abordé de la même façon? Comment tu t'es préparé à tes entretiens annuels, tes nouvelles négociations? Est-ce que ce qu'on a vu ensemble pendant l'accompagnement, ça t'a servi de nouveau pour ces recherches, sachant que en termes d'accompagnement, je reprécise, hein, tu avais fait un call d'1 heure avec moi et on n'a pas fait d'accompagnement longue durée. C'est pas la formation Boost ta paye avec 2h30 et 4 modules et 20 vidéos que tu as suivies. C'est vraiment 1 heure d'échange sur un cas très spécifique et particulier. Mais pareil, même dans ces heures d'échange, j'essaie de vous fournir un maximum d'outils pour vous autonomiser, de vous expliquer comment j'arrive au résultat pour que vous aussi vous gagnez un peu en autonomie. Et Boost ta paye, c'est ça, un peu x10 et pour plusieurs cas de figure, bien sûr. Et donc, comment est-ce que tu as abordé cette nouvelle négo? Alors la nouvelle négo, donc du coup j'ai quitté, donc c'était cette année, j'ai quitté ma précédente entreprise mi-août.
Donc, j'ai fait quand même une petite pause mentale parce que ça a été pas mal éprouvant. Et j'ai tout de suite eu quelques missions freelance qui se sont débloquées. Donc, j'ai fait des petites choses à côté. Donc, du coup, j'ai eu ces rentrées-là qui m'ont permis d'être un peu plus sereine. Et donc, à côté, j'ai continué à regarder les CDI parce que je pense que j'avais besoin de concrétiser ce que je pouvais vraiment valoir sur le marché du travail. J'avais vraiment besoin de me dire, mais en fait, les 50K plus, tu les vaux et tu vas les avoir. Et c'est ce que j'ai fait parce que, voilà, on en avait parlé et j'avais un peu besoin vraiment de rendre ça concret pour me donner de la force et du courage aussi pour la suite et me prendre un petit peu cette confiance-là dont j'avais besoin. Et je savais je te aussi coupe, que Élise, je suis désolée, on me demande un résumé. Je fais un résumé très Bien rapide. sûr, vas-y. Voilà, donc Élise, c'est une cliente que j'ai accompagnée qui était sur un enjeu où elle avait pas super bien négocié son salaire à l'embauche. Quelques années après, elle a vu ses missions évoluer et puis elle était un peu plus senior. Elle a renégocié son salaire et en fait, cette renégociation, elle n'a pas été bien abordée et donc le salaire qu'elle a demandé n'était pas suffisant. Et à ce moment-là, bah, du coup, elle a fait appel à moi quand elle s'est rendue compte que son collègue, qui était à peu près sur les mêmes missions, mêmes objectifs et payé, et en tout cas valorisé auprès des clients de l'entreprise au même prix, gagnait 14K de plus qu'elle. Donc, elle m'a contactée pour qu'on revoie sa valeur marché, pour qu'on aborde sa stratégie de négociation. Elle est directrice artistique. Et donc, qu'on revoie ça. On a revu ça. La négociation n'a pas abouti avec l'entreprise en question parce qu'ils n'étaient pas prêts à changer les choses, même si au final, bah, quand Élise est partie, ils ont repris quelqu'un qui était payé plus cher, mais c'est pas grave. Et voilà. Et donc au final, Élise a quitté l'entreprise. Elle a décidé de démissionner, même si elle avait rien derrière à ce moment-là, parce que elle s'est dit en fait, en vrai, même si ils sont prêts à s'aligner avec le salaire que je veux, aujourd'hui, j'ai plus envie de bosser avec ce genre de personnes-là et j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de consacrer mon énergie dans ma carrière et dans un autre aboutissement. Donc là, elle est en train de nous raconter comment elle a fait pour négocier, comment elle s'est servie aussi de ce qu'elle avait appris de cette expérience de l'accompagnement pour négocier son salaire à l'embauche dans la future entreprise qu'elle a rejoint ensuite. Et donc, du coup, cette expérience pro s'étant terminée mi-août, donc j'ai fait une petite pause. Et je me suis mise en quête donc d'un travail, ce que j'appelle chez l'annonceur, c'est auprès d'une marque directement et plus en agence de com. Ça, c'était moi mon objectif perso aussi. Et c'était aussi de me prouver que je pouvais négocier un salaire, voilà, le salaire auquel je voulais prétendre et que je valais sur le marché au regard de mon profil et de mon expérience. J'ai eu différents entretiens et c'est marrant comme quand on sait ce qu'on vaut, où on va et ce qui est important pour soi, j'ai fait des entretiens avec des red flags absolus, mais c'est terrible, les mecs. Enfin, ils se rendent même pas compte, quoi. C'est vraiment, enfin, voilà, ça c'est un autre sujet, mais donc du coup, ça m'a permis aussi ce call. Non, mais en fait, je trouve que c'est un point de départ, mais c'est ce que je t'ai dit à c'est un point de départ qui permet de prendre, quand on prend conscience de sa valeur, on se rend compte d'énormément de choses. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas en phase avec les valeurs de mon entreprise, qui ne voulait pas me rémunérer à la valeur de ce que je pouvais prétendre sur le marché. Donc, c'est déjà une chose. Et ensuite, j'ai su ce que j'attendais humainement d'une entreprise. Déjà, me payer à ma valeur, mais aussi une certaine forme de transparence. Moi, j'attends aussi une forme de bienveillance humaine, d'échange, de transparence dans les entretiens. J'ai pu postuler à des offres où le salaire est indiqué dans l'offre. Plot twist, ça existe, même dans les métiers du graphisme et de la direction artistique. Donc, ça n'a pas forcément abouti, mais j'ai pas désespéré. J'ai fait des entretiens qui ne m'ont pas intéressé, certains qui m'ont intéressé, qui n'ont pas donné suite. Et finalement, à force d'entretien, j'ai eu un contact où ça a percé. Donc, cette entreprise m'a dit, voilà, écoute, en toute transparence, à combien étais-tu rémunéré avant? Combien veux-tu être rémunéré aujourd'hui? Et j'ai été hyper transparente, il faut le savoir, encore une fois, parce que moi, je l'ai dit, je crois beaucoup à la pensée positive et je n'aime pas trop mentir ou enrober les choses et tout. Donc, j'ai dit, voilà, l'entreprise où j'étais avant m'ont proposé une augmentation à 45K et j'ai dit le vrai chiffre et j'ai dit, mais voilà, pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai souhaité les quitter. Aujourd'hui, pour moi, j'estime que je vaux, je ne sais plus si c'est 10 ou 15% de plus, 50K et quelques. Je suis désolée, je suis nulle en calcul. Soit j'ai demandé 10, soit j'ai demandé 15%, je ne sais plus. Mais je leur ai demandé un pourcentage équivalent à 50K plus en leur disant, mais voilà, moi aujourd'hui, je veux 50K plus. Je pense que c'est ce que ça vaut sur le marché. J'ai parlé du télétravail. À cette époque, c'est une entreprise qui ne proposait pas du tout de télétravail.
télétravail, mais pareil, c'était hyper ouvert. Ils m'ont dit, on comprend sur ton poste et tout. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai négocié. Et ils m'ont dit, OK, sur le salaire, en fait, du coup, je suis passée de ma précédente entreprise de 41 à, c'était 50 500 € brut annuel, donc qui était mon objectif initial. Ton objectif initial, donc tu étais au-dessus de ce que tu voulais initialement. Oui, c'est même eux qui ont arrondi en fait pour correspondre au pourcentage que tu avais demandé. Ils m'ont dit et on arrondit parce que ça faisait des broutilles, donc ils m'ont dit on va faire 50 500. Voilà. C'est ça. Donc, ouais, chez Atoulou qui te demandait, non, elle n'était pas à 35, elle était à 41 et elle est passée à presque 51. Donc, 10 000 € d'augmentation en changeant de boîte, là où tu n'aurais eu que 45 en restant dans ta boîte actuelle et auquel tu n'as pas adhéré à ce moment-là. Et dans une entreprise, a priori, qui avait l'air beaucoup plus alignée avec tes valeurs, avec en tout cas ce côté. On peut dialoguer, on peut être dans la transparence et la bienveillance. Et il ne voulait pas du tout de télétravail. Tu as quand même négocié ce sujet-là. Et au final, est-ce que tu as réussi à en obtenir? Est-ce que tu n'en as pas obtenu ou pas du tout? Oui, bien sûr. Donc, au début, ils m'ont expliqué. En fait, il faut savoir que là, donc, cette entreprise où j'ai été, donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ils proposaient un CDI. Je n'ai pas voulu de CDI puisque cette idée dans ma tête du freelancing et de l'indépendance commençait quand même à vraiment prendre énormément forme. Et je me suis dit peut-être qu'un CDD de 1 an comme ça, si au bout d'1 an, je me sentais moins prise au piège et mariée avec une entreprise. J'ai été un peu échaudée par les CDI. Par ce côté, tu as 3 mois de préavis et puis ça n'en finit plus et puis machin. Donc j'ai dit non, les gars, moi je voudrais un CDD. Et le télétravail, effectivement, j'en avais avant. Donc, voilà. Et ils m'ont dit, bon, par contre, nous, à date, on n'a pas de télétravail du tout. J'ai dit, alors, par contre, ils ont senti que… Enfin, moi, je leur ai dit, de toute façon, tout go. Je leur ai dit, avant, là où j'étais, il y avait 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas revenir à du 100% présentiel. Ils m'ont dit, on comprend. Écoute, si tu veux, on peut te proposer 1 jour de télétravail par semaine. Moi, j'ai déjà apprécié qu'ils fassent une contre-offre. Donc, j'ai réfléchi. C'est ça. Mais j'étais quand même très sincèrement hésitante. Ce que je leur ai dit, écoutez, vous m'avez laissé jusqu'à telle date pour vous faire une réponse ferme. Je veux aller jusqu'à cette date parce que j'ai besoin du temps de la réflexion. Et comme ils m'ont senti indécise et qu'ils voulaient que je sois bien dans le poste, ils m'ont dit, écoute, non, sur ton poste, c'est vrai que dans les métiers de la création, des fois, il faut se poser de longues heures pour travailler, pour créer. Donc, on comprend, si tu veux 2 jours de télétravail, pas de problème. Tu les auras, il n'y a pas de souci. Et par ailleurs aussi sur le matériel informatique, ils m'ont laissé complètement voix au chapitre. Ils m'ont demandé quel type de matériel informatique j'avais besoin. On a validé un budget ensemble. J'ai fait plusieurs propositions. Donc j'ai eu du super matos, ce qui était plein de choses où j'ai trouvé que j'étais très écoutée. Voilà, maintenant c'est une entreprise internationale dont le siège et le principal des effectifs est en Chine. Donc ça reste quand même un mindset très dans la productivité, dans l'efficacité. Il faut être à 200%, il faut donner beaucoup de son énergie. Mais sur l'équipe avec qui moi j'ai traité en France, j'étais hyper étonnée et contente d'échanges humains, professionnels et assez factuels finalement. J'ai dit putain mais ça existe trop cool en vrai. Enfin, voilà, parce que j'avais pu négocier. Non mais c'est vrai. Enfin, bien sûr. Les gens te disent au début, ah non, mais nous, tu sais, il n'y a pas du tout de télétravail. Et je précise pourquoi, c'est que c'est une toute petite équipe en France aujourd'hui, où les salariés actuels, ils sont moins d'une dizaine, on était 7. Donc, les salariés actuels qui étaient là n'en avaient pas vraiment besoin, parce que oui, il y en a qui n'en ont pas besoin et ne le souhaitent pas. Et donc, ils n'avaient pas eu cette demande avant moi. Et donc, voilà, c'était comme ça, mais ils ont été ouverts à la nouveauté. Et donc, quand j'y ai travaillé, j'avais mes 2 jours de télétravail. Enfin, voilà, j'ai apprécié d'être vraiment considérée et écoutée. Donc, oui, ça existe. Voilà. Ça marche. Et du coup, c'est parfait, mais ça existe. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on sent en tout cas, c'est de cette expérience que tu t'es mis à être beaucoup plus exigeante et beaucoup plus oser dire ce dont tu avais besoin toi pour être épanouie, pour être bien dans ton job. Et que ça va en fait limite au-delà du salaire et de la rémunération, mais c'est le job que je vaux en fait et plus simplement le salaire que je vaux. Exactement. Le job à ta juste valeur en fait. Exactement. Ben oui, puisque donc j'avais demandé un CDI parce que je me posais encore des questions sur l'indépendance. Un CDD, tu disais. Un CDD, pardon, oui, excuse-moi, j'ai fait un lapsus, un CDD. Oui, non, j'avais demandé un CDD pour me sentir moins prisonnière, etc. Et en fait, j'ai fait le choix au bout donc du mois de période d'essai, puisque quand tu es sur un CDD, tu n'as pas le droit d'avoir une période d'essai qui va au-delà de 1 mois. Elle n'est pas reconductible. Et en fait, un CDD, tu ne peux pas démissionner d'un CDD. C'est-à-dire qu'au-delà de la période d'essai, tu es engagé avec ton patron. Et si tu lui dis, ben moi, finalement, je veux partir, voilà, il faut que ton patron soit
soit d'accord, parce que s'il te dit non, c'est un abandon de poste. Encore une fois, je me Exactement. suis dit, J'ai plus rien à dire en fait. voilà, je ne veux pas me mettre dans une situation d'abandon de poste parce que ça ne rejoint pas mes valeurs. Voilà. Bien sûr. Donc, au bout de ce mois de période d'essai, j'avais des très gros doutes sur est-ce que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Parce que ce que je me suis dit, mais attends, je me suis dit, fille, là, il coche toutes tes cases quand même. Il y a beaucoup de cases. Le rythme était intense, trop soutenu pour moi, trop de pression. Mais il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées. Je me suis dit, attends, tu as quand même le salaire, le télétravail, on ne te chie pas dans les bottes. C'est plutôt quand même respectueux. Donc, le rythme est intense, mais tu es cadre, tu es à Paris, on attend aussi de toi, vu le salaire que tu as. Je comprends qu'ils aient eu ces attentes de quantité de choses à produire ou d'énergie à mettre. C'est pas du tout un reproche que je leur ferais. Mais j'ai réalisé que du coup, avec toutes les cases qui cochaient, et je me posais encore des questions, je me suis dit non, le problème, c'est pas eux, c'est qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la sécurité de l'emploi, le bon salaire, le télétravail, voilà, cotiser pour la retraite et tout? J'ai réalisé que non. Je me suis dit non, mais moi, en fait, je veux pas ça aujourd'hui. Je veux pas du salariat. Je me suis dit, en fait, non. Putain, 1 an d'errance, de négo, de machin pour arriver au point de me dire, non, je ne veux juste pas être salarié. Et c'est pas une question de salaire et tout. Et je leur ai dit, en fait, je suis allée les voir en leur disant, je suis désolée, ça fait qu'un mois. Moi, il y a beaucoup de pression, il y a une grosse charge de travail qui ne correspond pas aujourd'hui à la façon dont je veux travailler. Et je leur ai dit, en fait, je ne veux pas arrêter de travailler avec vous, je veux changer la façon dont je travaille avec vous. Je leur ai dit, voilà, moi, je vais repasser freelance et du coup, si vous voulez qu'on continue à collaborer, ce sera avec grand plaisir. Et c'est le cas pour l'instant. Je pense que ce sera temporaire parce qu'ils ont besoin de se staffer en interne et je le comprends. Mais n'empêche que la transition, ils l'ont pas du tout mal pris et j'étais même étonnée. En leur disant que je ne restais pas, ils ont compris. Et alors, ne pas vivre une rupture d'un travail dans les cris et les pleurs et l'incompréhension et l'émotionnel, moi, pour l'instant, c'était nouveau pour moi. Et du coup, j'étais en mode, ils m'ont confié, ils m'ont dit, mais tu sais, on comprend que la charge de travail et l'énergie demandée, ça correspond pas à tout le monde, donc on comprend. Et ils m'ont même dit que c'était une qualité, qu'ils étaient contents que je leur dise maintenant, plutôt que de s'enfermer dans un truc dans lequel j'aurais pas été bien. Donc voilà, j'ai été hyper étonnée, contente d'être à ce point-là entendue et comprise. C'était vraiment génial. Et du coup, voilà, maintenant, je suis passée donc au statut d'indépendant parce que en fait, c'est ce dont j'ai besoin, en tout cas aujourd'hui. Et voilà, et toute ce chemin que j'ai fait, franchement, si c'était à refaire, j'y pensais justement avant qu'on fasse, quand j'ai vu toutes tes questions et tout, je me suis dit, mais finalement, mon parcours, il est imparfait, parce que tu le disais, les parcours parfaits n'existent pas. Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais finalement maintenant que je sais tout ça? Mais oui. Mais oui, bien sûr, parce que je pense qu'il n'y a jamais rien à regretter d'un parcours, même s'il est jalonné parfois d'échecs. Parce que si j'avais pas eu ce parcours-là, j'aurais peut-être pas réalisé et pu mettre le doigt sur ce dont j'avais besoin et envie aujourd'hui. Et aussi, j'ai rencontré tellement de personnes, et ça c'est un truc que j'ai dit souvent dans les jobs dans lesquels je suis passée. Tous les boulots que j'ai fait, de mon premier job là au dernier de ce CDD, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui j'ai gardé des amitiés parfois, avec qui j'ai gardé des contacts, qui aujourd'hui me donnent du travail en tant qu'indépendante. Et voilà, je t'ai rencontré toi, ce qui est top. Et je me dis en fait, rien que pour les rencontres humaines qui sont hyper importantes, le réseau dans un parcours professionnel, je ne regrette pas du tout d'avoir fait les erreurs que j'ai faites. Et maintenant, si à en parler aujourd'hui, ça inspire d'autres personnes ou ça donne des clés ou ça amène à se poser les bonnes questions, je suis très contente de ça. Mais voilà, donc j'ai pu négocier le salaire que je voulais et j'ai finalement réalisé que c'était pas ce que je voulais pour la poursuite de mon parcours pro. J'ai eu mes plus 10K et finalement, je les ai un petit peu. Et je dis pas que c'est facile, hein. Franchement, c'est pas évident de dire non à plus de 50K. Peut-être qu'il y a des gens que ça choque d'ailleurs. J'y ai pensé ça aussi en me disant peut-être que ça peut choquer des gens qui travaillent très dur pour beaucoup moins que ça. Moi, c'est des choses dont j'ai complètement conscience. Et je me suis dit, et donc, quand tu es dans ce cas-là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas vraiment, 1 an, ça passe vite. Est-ce que tu vas vraiment dire non à ces 50K? Mais il y a un moment donné où il faut être droit dans ses bottes et en phase avec ce dont on a besoin. Et je me suis rendu compte aussi que ce CDD, je l'avais un peu pris par rapport aux proches qui avaient besoin d'être assurés, de se dire un emploi et tout. Et je me suis dit non, à un moment donné, il faut aussi arrêter d'écouter trop partout ce qu'il faut pas faire. Il faut s'écouter soi, avoir
essayer en tout cas, si on n'a pas confiance, de savoir ce qu'on vaut. Parce que faut pas, ça sert à rien de dire il faut avoir confiance en soi, c'est difficile, ça se prend pas comme ça. Mais en tout cas, savoir ce qu'on vaut, ce qu'on veut et ce dont on a besoin, c'est déjà une bonne base. Je dirais c'est la base pour savoir où on veut aller. Voilà. Ça marche. Il y a Florence qui dit « J'adore la façon dont Élise s'exprime, c'est génial. À quand le séminaire d'Élise? J'achète un billet tout de suite. » Oula, donc, tu ferais pas de des émules là. Et donc, c'est effectivement très intéressant. Il y a eu plein de questions. Je vais avancer un petit peu parce que ça fait déjà 1h10 qu'on discute. Waouh, effectivement, bien sûr. Vas-y. Ça marche. Mais en tout cas, extrêmement intéressant. Et surtout, ce que je voulais juste rajouter, c'est quand on sait ce qu'on vaut, et ben on se dit un CDD ou un CDI comme ça, j'en ai un autre quand je veux, un petit peu aussi. Et que tu n'as rien à perdre à tenter ton aventure freelance. Et ces 50K, ces 52, ces 53, ces 55K, bah, tu les retrouveras quand tu auras décidé de les retrouver. Mais la capacité à savoir ce qu'on vaut, à savoir négocier son salaire, à savoir s'imposer dans nos structures, ça va te servir même en tant que freelance, parce que aussi négocier ses tarifs, aller vendre son travail, c'est aussi un peu les mêmes mécanismes qui sont derrière. Donc, c'est des apprentissages que tu apprends pour la vie. Alors, des fois, on passe tous par des chemins différents. Et c'est vrai que quand on passe avec un expert, qu'on est accompagné, ou quand on prend une formation, c'est des raccourcis qu'on prend sur notre chemin et ça nous fait un peu gagner du temps. Et peut-être que ça aurait mis des étoiles dans les yeux à l'Élise il y a un an et demi, le poste que tu as aujourd'hui. Mais l'Élise d'aujourd'hui, celle qui a appris, celle qui connaît sa valeur, elle se dit, non, en fait, moi, je vaux mieux que ça. Un job de manière complète et qui est plus aligné avec ce que je veux, c'est pas tellement que c'est nul, c'est juste que c'est pas pour moi, quoi. Exactement. Je n'aurais pas mieux dit, et je pense que c'est hyper important de savoir s'entourer d'experts aussi. C'est important de savoir à quel moment son expertise et ses connaissances s'arrêtent. Et moi, quand j'avais mal démarré ma négo, j'ai su que je ne savais pas comment continuer à avancer, et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Je pense que s'entourer de gens de qui c'est le métier, moi en tout cas, j'ai toujours trouvé ça hyper important de savoir ses limites, de se dire que chaque métier est une expertise et chacun son métier, et de savoir quand il faut faire appel à quelqu'un de qui c'est les connaissances. C'est pour ça en fait que je me suis dit là, il me faut quelqu'un qui s'y connaît, qui sait faire ça, et c'est pas moi. Et donc c'était Awa. Voilà. Super. Ok. Et du coup, tu nous as parlé donc de tes nouveaux projets. Aujourd'hui, tu es freelance. Du coup, au final, on a parlé un petit peu de l'accompagnement, et la grosse question, c'est quand même, pour certains, cet accompagnement, ça a été un échec, entre guillemets. Est-ce que toi, tu regrettes d'avoir investi dans cet accompagnement? Est-ce que pour toi, la négo, ça a été un échec? Comment tu l'as vécu? Non, comme je te dis, pour moi, je parlerai pas d'échec en fait. C'est un chemin. Je ne sais pas s'il peut vraiment y avoir des échecs, parce que ça se soldera toujours sur quelque chose qui va nous amener ailleurs. Et finalement, j'ai envie de dire que si tu es légitime dans ta demande, et quand on fait appel à toi, c'est pour que ça soit le cas. Moi, j'ai fait appel à toi pour que ma demande soit légitime, être sûre de ce que je vais aller sur le marché. Donc, c'est pas un échec. Si c'est refusé, c'est que c'était pas le bon moment avec les bonnes personnes, etc. Parce que ça te permet, si c'est un échec en tout cas, de réaliser. Enfin, moi, ça a été mon cas. Je le considère pas comme un échec, puisque ça m'a amené à réaliser qu'en fait, je voulais pas travailler avec ces personnes, et à plus large échelle, que en fait, je n'avais plus besoin. Enfin, ce que je souhaitais plus, c'était de travailler en tant que salarié. Donc, je sais pas si le mot échec est vraiment celui que j'emploierais. Moi, en tout cas, j'assimile pas du tout ça à un échec. Au contraire, je crois qu'à l'époque, bon, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, le prix de la consultation à l'époque était très raisonnable. Donc, non, je suis hyper contente de l'avoir fait. Et même rien que pour cet échange qu'on a aujourd'hui, et la considération que tu as portée à mon parcours, me rassure et me conforte aussi. Donc ce que j'ai payé à l'époque fait partie aussi de ça, je trouve, puisqu'on a continué même à discuter un petit peu tout le long de cette année écoulée. Donc, pas d'échec pour moi, un chemin parcouru. Jalonné parfois de difficultés, c'est vrai, mais aucun regret, non, sur la consultation qu'on avait fait ensemble, absolument pas. Que je ne qualifierais clairement pas d'échec. Ça marche. En tout cas, ce que souvent, moi, je dis, c'est que mes clients, ils ont
100% de réussite parce qu'en fait, soit ils obtiennent l'augmentation qu'ils voulaient ou l'évolution de salaire qu'ils voulaient, soit ils sont fixés en fait pour la suite et avoir cette capacité à présenter ta demande de la manière la plus légitime possible, de la meilleure manière possible pour que l'autre en face puisse prendre son choix en son âme et conscience. Et son choix, il lui appartient, il a le droit de dire oui, il a le droit de dire non. Mais moi, au moins, je sais que je l'ai présenté d'une façon avec laquelle je suis alignée, aux conditions avec lesquelles je suis alignée. Et après, bah, je suis capable de prendre une décision et d'avancer dans ma carrière, d'avancer dans ma trajectoire de carrière. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Personne, je pense, hein, et pour moi, c'est un charlatan qui vous dit tu réussiras à obtenir ton augmentation de salaire à tout prix. Ça, moi, je peux pas te le dire, mais je te dis que tu réussiras à faire évoluer ton salaire dans la direction que tu veux. Tu réussiras à faire évoluer ta carrière dans la direction que tu veux parce qu'en fait, elle n'est pas conditionnée à un employeur, elle n'est pas conditionnée à une entreprise, elle est conditionnée à ce que toi, tu veux faire et dans la direction dans laquelle tu veux aller. Donc, pour moi, c'est une super réussite et c'est pour ça que je suis très fière de t'avoir en live aujourd'hui et de te le présenter et d'être là pour m'aider aussi à promouvoir quelque part Boostapay parce que tout ce que je partage en accompagnement individuel et je sais que bah, c'est des budgets qui peuvent être importants pour certaines personnes. La formation Boostapay avec les 11 autres formations d'autres expertes qui sont et sur des thématiques que tu as évoquées. Tu as parlé de contacts qui t'ont permis d'avoir ton nouveau job. Bah, ça, c'est le réseau. On a Chloé qui a une formation aussi dedans. On a aussi la confiance en soi que tu as parlé. Oui. On a toute la formation sur l'auto-sabotage de Reskia qui nous apprend. Et donc, en fait, avec plein d'experts, on s'est dit, mais vas-y, pour avoir une vie pro et glow up comme ça, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Et du coup, on a cumulé toutes nos expertises pour faire en sorte bah, que les gens soient mieux dans leur carrière, mieux dans leur vie personnelle. Et du coup, on a mis ça à 129 €. Aujourd'hui, la consultation, alors je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est eu, mais aujourd'hui, la consultation que tu avais prise, elle est à 192 € pour 1 heure. Et il n'y a pas vraiment de suivi. C'est vrai que tu me tenais au courant en fait de tes aventures, mais c'était pas encore à moi qui te disait ah oui tu devrais faire ça ou tu devrais faire ci. Ah non du tout. Donc c'est moi qui t'ai partagé mon expérience. Mais non mais je pense que de toute façon un argent investi sur la pérennité de sa carrière et la valeur qu'on accorde, enfin c'est hyper important. Je pense que ça sera jamais de l'argent mal investi en fait, jamais. Ok. Et alors, du coup, la dernière question, c'est pour terminer, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être l'Élise que tu étais il y a un an et demi, et qui hésite peut-être même à investir aujourd'hui dans Boostapay? Ce serait quoi ton conseil? Ou tes conseils? Ce que je disais juste avant, hein, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas hésiter quand il s'agit de capitaliser sur soi. C'est un peu comme si je disais, j'hésite à aller chez le médecin. Je vulgarise et je vais à l'extrême volontairement, mais parce que tu investis pour toi. Voilà. Déjà, d'une part, tu investis pour toi. Pour moi, c'est comme investir sur sa santé mentale, sur son confort et sa qualité de vie. Pour moi, ça, c'est des trucs qui n'ont pas de prix. Je vais donner un exemple tout simple, c'est que donc j'habite à Paris, les loyers sont très, très élevés. Mais moi, j'ai fait le choix, du coup, là, maintenant, ça change un peu, mais étant salariée, j'avais besoin de ne pas être trop loin de mon lieu de travail. Mais c'est une question de santé mentale et d'avoir quand même un certain nombre de mètres carrés. Donc là, j'ai 50 mètres carrés en me disant, mais moi, en fait, je peux pas vivre à deux avec mon copain, un chat dans une boîte à gants. Et voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'imaginent pas mettre X somme dans un loyer, mais moi, j'ai toujours privilégié mon confort de vie et ma santé mentale de façon assez immédiate parce que je pense que ça joue sur le long terme. Et du coup, hésiter à investir, je dirais si on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si tu réfléchis à faire une consultation avec toi, c'est que tu as des problématiques professionnelles, que tu as des questions à poser, que tu as besoin d'un accompagnement. Et si tu réfléchis à faire une formation comme ça, c'est que les réponses, tu les as pas toi-même et que tu les as pas trouvées ailleurs. Et ce sera toujours un investissement pour soi, que je dirais sur le long terme aussi. Et c'est aussi sur le côté, on pense souvent, on fait des plans sur la comète, on se dit oui, il va se passer ci et ça se passe jamais comme prévu. Ben là, je dirais c'est la même chose. Tu vas probablement faire un accompagnement en disant ouais, c'est pour ça et ça. Moi, j'avais fait un accompagnement pour négocier mon salaire. Arrivé là, pour moi, l'accompagnement, il m'a amené beaucoup plus loin. Donc, il faut se dire aussi que l'accompagnement, toi, tu as un point de départ, tu le prends pour une raison, mais se dire qu'il t'amènera probablement sur tellement plein d'autres possibilités qu'il va ouvrir. C'est comme, je sais pas, peut-être que certains connaissent, mais les bilans de compétences avec Chance où tu parles et il y a beaucoup d'introspection sur ce que tu veux, ce qui tu es, où tu veux aller. Ben, ça t'amène toujours
sur une issue à laquelle tu n'avais pas pensé. Donc, pour moi, entre capitaliser sur soi, s'ouvrir des nouvelles portes auxquelles on n'avait pas pensé, c'est toujours bien. Dans la vie, il ne faut pas rester dans sa zone de confort, il faut oser. Donc, je pense que dans tous les cas, ce sera toujours quelque chose de positif. Toujours. Génial. Voilà. Génial, j'adore, merci beaucoup. Et puis en plus, ça résonne vachement parce que c'est vrai que souvent, moi, les clients me contactent pour un truc, mais en fait, dès qu'on creuse un petit peu, c'était pas ça. Et il y a plein de personnes qui viennent me contacter pour me dire, écoute, je veux une rupture conventionnelle. Ah non, en fait, c'est pas une rupture conventionnelle, c'est une reconversion avec une formation. Ouais. Et en fait, le boss, il peut la financer, il faut aller juste bien le présenter. Et de l'autre côté, on a aussi d'autres personnes qui me disent, bah, je viens pour renégocier mon salaire. Ah ben en fait, non, en fait, il n'y a rien qui va dans cette entreprise, on va négocier une rupture conventionnelle. Et ça arrive extrêmement souvent. Et je pense que des fois, on est comme avec un lampadaire qui met le zoom sur un problème et on croit que c'est ça le vrai problème, mais quand on fait un pas de côté, et l'avantage en fait de suivre une formation, d'être accompagné par quelqu'un d'externe, c'est que lui, bah, il va te poser les questions, il va te challenger et du coup, ça va permettre de le faire. Et pour le coup, en parlant de challenge, l'idée, c'est que jusqu'à ce soir minuit, si vous prenez la formation, on est ensemble dans un challenge de début d'année en janvier 2024, du 8 janvier au 4 février. On aura un challenge live où toutes les semaines, on sera ensemble en live dans un groupe privé pour que vous me posiez vos questions, pour que vous me parliez de vos stratégies et pour que je vous aide à ajuster les choses. L'objectif, c'est de tracer votre feuille de route par rapport, en fait, à tout l'aspect financier et votre évolution financière que vous vous êtes fixé pour 2024. Et l'idée, c'est que si aujourd'hui, votre salaire ne vous satisfait pas, on aille ensemble le chercher. Sur ce groupe privé, je vais vous mettre des contenus un peu particuliers et des bonus plus que n'auront pas ceux qui vont s'inscrire à partir de demain parce que malheureusement, je suis obligée de limiter le nombre. Là, il y a déjà, je crois, plus de 750 personnes qui sont inscrites au pack de formation. Ouais, ça cartonne. On va être nombreux. Et c'est ça que je dis, les patrons, ils sont pas trop prêts pour le nombre d'entretiens qui les attendent en 2024. Et du coup, le challenge, c'est vraiment génial pour ça. Et je pense que là, dans le chat, là, il y a peut-être des personnes qui ont participé à un autre challenge que j'ai fait au mois de novembre avec ceux de la masterclass Pinta Pay. Et en fait, la plus grosse force en fait de ces challenges, c'est d'être en collectif, d'avoir d'autres salariés qui sont comme nous, en fait, dans la même démarche, la même logique, la même envie de sortir de leur zone de confort, de peut-être pas écouter ce que leur dit leur entourage en disant « Oh, mais tu te rends pas compte, t'as tout ce qu'il faut, le bon salaire, etc. Va chercher plus. Mais pourquoi tu négocies? Ils t'ont quand même donné 45K, ça fait 4K plus que l'année dernière. » Enfin, voilà, on a tous dans nos entourages, des fois, on a besoin en fait de se retrouver avec d'autres salariés qui sont dans la même dynamique, la même chose. Et sur le groupe, c'est ce qu'on retrouve. Il y a Aurélie qui dit oui, moi, il y a Clarisse aussi qui était effectivement dans ce challenge. Et effectivement, ce genre de challenge, c'est hyper puissant. Ça t'aide à pas prendre une formation et la laisser dormir dans son coin. Tu la mets en œuvre, je vous demande en story et vous avez avancé sur le module 1, le 2 et ainsi de suite. Donc, on avance dessus. Merci beaucoup, Élise. Franchement, c'était trop bien. Non, écoute, merci à toi et puis merci aussi à tous ceux qui ont regardé. Du coup, j'ai vu passer un peu les commentaires et tout. Franchement, merci à tout le monde, à toi aussi. J'essaierai de te tenir au courant du coup de la suite parce que bien là, sûr. j'ai marre l'indépendance. Je me suis inscrite avec une société de portage, donc ça va être assez nouveau. Mais je suis hyper sereine avec tout ça, comme tu le disais. Je me dis que si jamais ça le fait pas, je reviendrai au CDI. Enfin, je verrai. J'ai pas divorcé du salariat. J'y reviendrai sûrement un jour, mais pas maintenant en tout cas. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper chouette comme expérience. Donc, comme quoi, rien que pour l'expérience du premier live de ma vie avec vous, c'était très chouette. Voilà. Donc, trop cool. En tout cas, au plaisir de te recevoir quand tu veux. Et en plus, enfin voilà, je me dis peut-être qu'un jour, c'est moi qui serai ta cliente parce que j'ai une cliente pareille qui s'appelle Olivia, qui est graphiste et qui a fait toute l'identité, enfin qui a fait le logo Check Ta Paye et j'avais vu ça. Et la couleur. Et c'était une cliente à la base. Et écoute, après elle m'a aidé. Chacun encore une fois, le réseau, l'humain, les rencontres, voilà. C'est ça. C'est pour moi ce qui est hyper important. Super. Bon, oui, Tata Fantastique, le replay, il est partagé dans la foulée. Elle dit, j'ai raté, j'espère qu'il y aura un replay. Ouais, on termine là. Mille merci, Élise, pour ton temps, pour l'attention que tu m'as accordée. Merci à tout le monde pour ce chat. Et à tout à l'heure, parce que ce soir, on est en live sur l'entourage quand on essaye de level up.
Tu enchaînes, tu enchaînes. Ben, moi, je te dis au revoir, Awa. À très bientôt. Et puis, je vais suivre tout ça de très près. Voilà. Ça marche. Ciao, Bye ciao. bye. Bye.